c'est un moment assez sympa. Je sors pas souvent de ma boîte de ma chaîne YouTube, on va dire. Donc du coup, c'est l'occasion de le faire. Et sur l'observabilité, c'est extrêmement sympa. Donc ouais, le titre, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors surtout pour le meilleur, mais c'est surtout plutôt un retour d'expérience au cours des précédentes boîtes que j'ai pu parcourir et engranger un petit peu d'expérience avec, quoi, du coup. Donc qui je suis Xavier Pestel, avant d'être Xavki. À la base, alors ça remonte à une dizaine d'années, sysadmin DBA. Ensuite, j'ai évolué vers des termes qui englobent un peu tout et je vais pas dire n'importe quoi, mais en tout cas beaucoup de choses. Donc DevOps, SRE, Lead SRE, etc. Et puis à côté, ça fait maintenant 5 ou 6 ans, ouais, on se rapproche des 6 ans où je tiens la chaîne YouTube qui s'appelle Xavki, du coup, et qui contient à peu près 1500, bientôt 1600 vidéos et 84 000 abonnés, quelque chose comme ça à peu près, quoi. Sur la même thématique que le DevOps SRE, mais en fait ça retrace plutôt mon parcours professionnel finalement. Donc toutes les technos que j'ai eu l'occasion de pratiquer dans ma carrière, on les retrouve un petit peu dedans, quoi, en mode premier pas, on va dire, dans ces technos, voire des fois des pas un peu plus avancés, quoi. Voilà. Alors, je suis désolé si je tousse un petit peu parce que j'ai une toux qui traîne depuis un peu de temps. J'espère que je n'ai pas toussé dans le micro. Donc la petite présentation, là, ça va être en 3 parties, on va dire. Le contexte de l'observabilité, mais ça a déjà été largement bien brossé ce matin et par des vrais experts du domaine. Mais je vais quand même redonner un petit peu ma sensibilité par rapport à ça, qui n'est pas, on va dire, contradictoire à ce qui a été dit ce matin, donc ça me rassure un petit peu. mais plutôt avec un regard plutôt de quelqu'un qui le pratique dans une boîte et dont c'est pas l'unique entre guillemets cœur de métier, parce que voilà, je fais pas que de l'observabilité dans les boîtes où je suis passé. Ça fait partie de la casquette, mais pas que, quoi. Ensuite, une deuxième partie, c'est plutôt les sujets qu'on tire quand on fait de l'observabilité au sens large. Et pourquoi, du coup, de fait, c'est un peu l'objet global de la présentation. C'est un vrai projet d'entreprise, le monitoring, l'observabilité. Parce que derrière, on fait travailler des gens ensemble, avant toute chose. Et c'est pas qu'un problème de technologie, quoi, finalement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder un petit peu en tête. Et puis enfin, alors j'ai hésité à l'appeler les perles du bac. Enfin bon, c'est un petit peu ces choses-là. C'est les choses que j'ai vues, ou que moi-même j'ai fait, les erreurs que j'ai pu faire dans les postes précédents où je suis passé, ou même dans le poste actuel, en matière d'observabilité, ou des choses que j'ai trouvées super sympas, ou des choses que j'ai trouvées moins sympas, ou des choses qui me paraissent en tout cas très importantes. Alors je ne l'ai pas dit, mais en fait je travaille globalement dans quand même un type d'entreprise qui est un petit peu différent, je pense, par rapport au type d'entreprise dont on a parlé un petit peu ce matin, en termes de taille. Plutôt des profils start-up, on va dire, avec 50 à 200 personnes, une équipe d'ops de 3, 4, 5 personnes, un petit millier de serveurs, on va dire des performances assez poussées pour ce type d'entreprise. On parle en milliards de requêtes HTTP par jour, on parle de gros volumes aussi également. Alors le contexte, il n'y a pas de nouveauté par rapport à ce qui a été dit ce matin. On retrouve les 3 briques, je ne vais pas m'éterniser dessus de fait. Les métriques, les logs, les traces. Ce qui est important aussi à retenir, là c'est plus en back-end de ces choses-là, c'est que les données ne sont pas tout à fait quand même toutes au même niveau en termes d'aboutissement dans le formatage, et donc de fait en termes de performance dans le stockage et dans l'interrogation également, quoi. On passe sur des métriques où depuis le temps c'est quand même assez normé, assez facile à stocker. On a des moteurs de base de données orientés colonnes spécifiques et dédiés à de la métrique finalement qui sont très performants parce que c'est très facile de travailler ce type de données. Sur les logs, c'est un petit peu plus délicat. Les champs sont variés. Ça commence à s'éparpiller, on va dire, beaucoup plus, parce que ça dépend aussi de l'historique des entreprises aussi, parce que ça dépend des développements qui ont été faits, ça dépend des langages qui ont été utilisés.
Donc là, c'est souvent, je dirais que c'est peut-être même, alors les spécialistes pourraient en parler, je pense que c'est peut-être le point presque le plus délicat, parce que ça part un petit peu quand même dans tous les sens, malgré quand même des standards qui percent un peu avec du JSON, etc. Ça doit rester quand même quelque chose d'assez délicat d'une entreprise à une autre. Et puis sur les traces, je dirais c'est presque, à mon avis, je pense, une chance. C'est quelque chose qui était un peu vierge avant. Et maintenant, bah, finalement, c'est plus facile de démarrer de quelque chose qui n'existait pas trop, en tout cas pas à large échelle, et de créer des standards, parce que finalement, voilà, les boîtes apportent directement leurs standards. Ça permet de cadrer direct tout le monde, et tout le monde utilise directement des librairies qui existent, de la manière la plus moderne, ou en tout cas la plus disponible au jour d'aujourd'hui, quoi. Alors, moi je vais vous parler de choses un petit peu moins techniques pour commencer. L'observabilité, c'est important, il y a des choix à faire. Alors, il y avait une petite animation, mais c'est pas grave à sauter. L'observabilité, c'est de la connaissance, on a parlé avec le métier, etc. Pour moi, ça reste, peu importe la taille de l'entreprise, c'est quelque chose d'essentiel. C'est de la connaissance de l'infrastructure, c'est inévitable. Quand on n'est pas nombreux, que l'infrastructure est un peu étendue, c'est extrêmement important aussi pour de l'onboarding, par exemple, tout simplement. Expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas l'infrastructure, bah, qu'est-ce qu'on a, où est-ce que ça se situe, trouver des points de repère, une espèce de boussole, c'est déjà un élément extrêmement important si c'est bien fait, quoi. De l'architecture, quand je dis architecture, à distinguer de l'infrastructure, c'est-à-dire bah, voilà, si on est sur une boîte où j'ai l'habitude de travailler, où on processe de la data, bah, quand on a des choses qu'on voit dans des message queues à rebond avec plusieurs couches comme ça, et qui des fois renvoient dans comment on va dire, les process initiaux, etc., bah, y voir clair, c'est pas forcément évident, et l'observabilité permet de résoudre notamment ces problèmes-là. C'est-à-dire, c'est pas une résolution technique, mais c'est vraiment de l'ordre de l'apprentissage, quoi. La sécurité aussi, donc ça c'est aussi un élément important. Ce midi on parlait de SOC par exemple, mais voilà, c'est aussi un point très très important pour avoir une bonne visibilité, ne serait-ce que des trucs les plus triviaux, c'est-à-dire bah, combien j'ai encore de Debian 9 par exemple de nos jours, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est trivial, mais ça doit continuer à exister. Ça n'a pas été balayé par le cloud, ça n'a pas été balayé par quoi que ce soit d'autre, ça existe. Ça peut être, j'ai parlé de l'OS, mais ça peut être des versions de lib ou autres, peu importe. Et puis, bah, bon, ça a été mieux dit que moi ce matin, sur le métier. Moi, je ne conçois pas de faire le métier que je fais si je ne connais pas, un tant soit peu en tout cas, je ne suis pas le spécialiste, du métier de la boîte sur laquelle je travaille, quoi. Et du coup, l'observabilité me permet d'avoir le prisme technique qui me permet finalement de trouver mes points de repère pour bah, bien connaître, en tout cas mieux connaître le métier de ma boîte, et parfois, on va dire, en apprendre à des gens qui le connaissent, mais qui passent à côté de certaines choses aussi. Alors derrière se pose cette question-là, finalement, qui était à droite. Dans ces conditions-là, est-ce qu'il vaut mieux le faire soi-même ou pas? Là, j'ai pas la réponse. Ça dépend vraiment des cas, quoi, finalement. Je sais que derrière, on va avoir des querelles de clochers, des fois, etc., entre le manager, pas manager, prendre un freelance, pas un freelance. Peu importe. Ce qui compte, c'est de le faire, et de le faire bien surtout, et pas de bâcler cette tâche-là, quoi, finalement. C'est ce qui me paraît le plus important. Même si je suis techos, bah voilà, un bon service manager, ça peut être vraiment sympathique, parce que ça peut me permettre de gagner du temps, de passer du temps ailleurs, et ça c'est assez sympathique également. Et puis ça va permettre d'avoir quelque chose qui est bien designé également. Parce que quand on travaille ces sujets-là, c'est pas évident, ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je le mets quand même. Alors ça arrive, peu importe observabilité ou pas observabilité, quand on arrive dans une société ou quand on est déjà présent dans la société et qu'on a besoin de convaincre des gens d'adopter des technologies ou de changer en tout cas des pratiques, c'est toujours très délicat, parfois conflictuel, c'est de l'humain avant toute chose. Et l'observabilité, je pense que ça cristallise, ou en tout cas ça centralise ces problématiques-là. Un exemple, et ça c'est du vécu, alors pas les photos, mais c'est du vécu. Y en a un qui aime pas forcément Zabbix, qui aime bien Zabbix, pardon, l'autre qui aime bien Grafana et l'autre qui aime bien Kibana. Y a un moment, il faut faire un choix, quoi. On va pas garder trois interfaces, ce qui
qui arrive plus souvent qu'on le pense. Alors peut-être pas 3, mais au moins 2 en tout cas que je vois régulièrement. Et donc derrière, il faut quand même faire des choix parce que voilà, il y a un moment où on avance, on est dans un monde professionnel, on n'est pas juste là dans une cour de récréation à se dire ah ben, moi j'ai la bille la plus jolie que celle du voisin, etc. Il faut trouver les bons moyens de se dire ok, trouver les bons critères de choix, que tout le monde accepte ces critères de choix et finalement que ça arrive à convaincre le groupe que c'est le meilleur choix pour l'entreprise et pour les équipes. Alors au-delà des choix technologiques, il y a les petites cultures habituelles. Bon là, c'est des choses que j'ai déjà entendues ou qui varient autour de ces choses-là. Je pense que tout le monde l'a vécu. Moi, j'y ai contribué aussi, je pense. Voilà, on peut être youtubeur ou tout ce qu'on veut, peu importe. On a des habitudes, on a des cultures suivant l'historique qu'on a, etc. Ça, c'est indéniable. J'ai travaillé ailleurs que dans l'informatique, ça existe également de la même manière. J'ai travaillé dans l'agriculture. J'ai rencontré exactement ces choses-là de manière encore plus cristallisée pour avoir des conflits extrêmes. C'est quelque chose qui est important. On a Paul qui c'est notre expert de monitoring, mais en fait la personne, elle se débrouille, elle fait ce qu'elle peut, et puis finalement elle fait pas que ça, et puis elle est pas à jour sur la veille en monitoring, etc. On a toujours fait comme ça c'est le truc que j'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps. On a fait un test de tracing comme ça vite fait un week-end. Il y a Paul le développeur qui a fait ça et il a trouvé que c'était super sympa, donc du coup on va faire du tracing. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais ça veut dire qu'on va voir après, il faut quand même penser, il y a peut-être des choses à faire avant. On a beaucoup de métriques, alors ça c'est le truc que j'ai entendu plein de fois, tout est relatif. Alors, en base de données, tout est relatif, en volume, en nombre de requêtes. Là, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on discutait avec Google. Quand on a annoncé nos chiffres de vitesse d'écriture par seconde pour du BigQuery, malheureusement, il n'y avait pas trop la solution en face sur les coûts qu'on était prêt à mettre, et en tout cas qu'on met actuellement. Donc tout est complètement relatif quand on parle de volume, de chiffres, de performance. Et on préfère le manager, ça évite la maintenance. C'est discutable, ça dépend. Comme je le disais tout à l'heure, oui, c'est très bien. Après, est-ce qu'on a les moyens pour mettre ce qu'il faut par rapport aux performances qu'on veut? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et ça peut nous apporter plein de choses, etc. Alors c'est un projet, du coup c'est un projet d'entreprise parce que vous voyez qu'on est au cœur du vivant, on est sur l'humain. Donc ça nécessite de discuter avec tout le monde. C'est pas le truc comme je l'ai entendu quelques fois. C'est allez, on va déployer un outil de monitoring. On se donne 2 jours pour le faire vite fait en POC. Et de toute façon il y a juste à plugger, à changer et puis ça va bien se passer quoi. Non, c'est pas. Alors on peut tester comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on passe le cap de la prod quoi en fait. Parce que la prod, au-delà, toujours pareil, des performances, etc., ça c'est quelque chose c'est un acquis qu'il faut obtenir, bien sûr, c'est une case qu'il faut cocher, mais il faut aussi que ce soit adopté par tout le monde et que tout le monde l'utilise, parce que sinon, on a loupé complètement l'exercice, quoi. Donc ça se fait pas en 3 jours, et ça demande une implication collective dans les 2 sens, c'est-à-dire les gens qui sont en charge du projet, ou la personne simplement qui est en charge du projet, même si elle a du temps pour y bosser, je sais pas, une journée par semaine, il faut prendre le temps d'aller discuter avec les autres équipes, et les autres équipes doivent accepter aussi cette discussion. Alors c'est très théorique tout ce que je vous dis, mais c'est des trucs vraiment que je vois, et surtout alors, sur les petites entreprises, souvent on veut aller plus vite, quoi. Il y a le côté agile, la fameuse méthode agile, où en fait il faut aller vite, mais vite ne veut pas dire non plus bâcler les étapes. Il vaut mieux ne rien faire des fois plutôt que de faire vite, quoi. Donc il y a plein de questions à se poser dans ce domaine-là. Quel périmètre? On fait de l'observabilité. Est-ce qu'on veut en même temps aussi checker de la sécurité? Est-ce qu'on veut en même temps vérifier des données métiers? Est-ce qu'on se concentre aussi sur le réseau, le système, etc. Donc à mon sens, plus on regroupe, mieux c'est, mais c'est pas toujours évident. Quel volume? Ça c'est hyper important, parce que derrière ça veut dire soit des complexités à résoudre d'un point de vue technologique, ou en tout cas de connaissance, acquérir de la connaissance, ou un coût tout simplement, qui peut être rédhibitoire des fois. On peut parler de tracing ou de log. Quand je vous parlais tout à l'heure de 3 milliards de requêtes HTTP par jour, quand on a mis les logs chez Google et qu'on n'avait pas le budget pour, ou en tout cas on n'avait pas prévu ça, autant dire ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré quelques petites heures à peine, le temps de dire bon on arrête les logs tout de suite sur les load balancers, c'est pas la peine.
Ça, c'est un truc, voilà. Alors qu'on faisait pareil en DC. Hein. Et en DC, bah, ça se passait bien, parce qu'on ne voyait pas le coût direct. C'était sur les machines, et c'était assez facile quand on le gérait, on va dire, plutôt d'un point de vue technologique que d'un point de vue financier strictement. Quoi. Qui fera vivre les choses? Alors, c'est pas le tout d'avoir installé un super outil, un tool d'enfer, qui soit dans le cloud, managé, pas managé, peu importe. Et il faut qu'il y ait des gens, et pas qu'une personne, il ne faut pas que ce soit le projet d'une seule personne. Et il faut que les équipes dirigeantes, en tout cas les strates hiérarchiques, bah, soient là aussi pour appuyer le projet et dire, voilà, c'est le projet de la boîte, on a payé pour, c'est un super outil, etc. Il faut motiver les troupes pour aller dedans, quoi. Donc on lance le projet, mais on l'accompagne ensuite. Alors ensuite, bah, on identifie bien sûr les utilisateurs. Donc toujours dans la partie un peu périmètre, donc métier, réseau, est-ce qu'on monitore aussi les déploiements, par exemple? Quelle fonction on attend de cet outil? Des fois, on veut aller vite, plutôt vers de l'alerting, ce genre de choses, parce que on court toujours après l'extinction des feux qui arrivent au quotidien. Donc du coup, il y a des choses où bah, plus vite on va résoudre ces problèmes-là, plus vite ça va nous donner du temps pour ensuite en remettre encore plus sur l'observabilité. Et bah, les clés pour fédérer, ça c'est plutôt de l'humain. Il faut avoir l'habitude de travailler en milieu hostile, on va dire des fois. Voilà. Alors, les sujets maintenant. Donc, du coup, on tire beaucoup de sujets avec ça. Des sujets à la fois bah, techniques, mais c'est toujours de la discussion. Donc là, c'est un petit peu un petit florilège des points qui me semblent assez... en tout cas, qui sont revenus à chaque fois, quasiment dans chaque boîte où je suis passé. C'est pas compliqué, mais c'est toujours un petit peu toujours les mêmes points. Première chose, bah, bien sûr, on génère des métriques et des logs standards uniformes. Alors sur les métriques, maintenant, comme on disait, c'est à peu près calé cette affaire. Sur les logs, c'est beaucoup moins. Pas plus tard, il y a 2 ans, bah, voilà, on me dit, tiens, nous on veut des logs. Ok, super, je regarde, on était en Golang, mais on avait de l'historique en Perl. Et le Go, bah super, on a du JSON, nickel. Et puis à côté, par contre, le Perl, lui, il crachait encore du texte, mais plein de texte. C'est-à-dire, il n'y avait pas de délimitateur de log, rien du tout. Donc autant dire, on a mis ça dans ELK, super, on avait des documents, un document qui mettait dièse, 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 un autre à la fin, dièse, 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 dièse. On ne savait pas si on commençait ou on débutait le message ou on le finissait. Donc au final, inexploitable complètement, quoi. Et ça prenait une volumétrie de dingue, parce qu'un document élastique à chaque fois, donc des métadatas qui vont avec, juste pour des dièses. Magnifique. Bon, après, on pouvait filtrer un petit peu, mais c'est pas quand même génial. Donc du coup, voilà, il y a quand même des standards maintenant, donc des choses à travailler, et ça veut dire aussi que l'historique doit être quand même rebattu. Ça ne veut pas dire qu'il faut le régler complètement, parce qu'à chaque fois, on va dire, oui, mais c'est pas grave, on s'en occupera plus tard. Bah, c'est le moment de se dire, ok, c'est quand le plus tard, quoi, parce qu'on se met des deadlines, et au-delà de l'observabilité, on essaye de résoudre ce problème-là, de manière à se dire, bah, ok, on va avoir, à un moment, on aura homogénéisé les choses. On évite les doublons. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi assez sympa. C'est-à-dire quand vous avez plein d'équipes de dev, là, vous avez certaines métriques, des fois, qu'on a tendance à récupérer une fois là. Puis il y a une autre équipe de dev qui se dit ah, moi j'aimerais bien la récupérer. Alors des fois avec des petites variations, c'est-à-dire soit sur la fréquence, soit sur la méthode de calcul, mais finalement l'unité qui est derrière la métrique calculée reste la même, quoi, en fait. La métrique initiale reste la même. Ben, on la collecte 2 fois, 3 fois, et là ben, ça prend juste un peu de volume. Après, faut bien s'avouer, des fois ça prend pas tant de place que ça, mais voilà, il faut quand même essayer de recenser les choses parce que ça peut partir très vite en un fourre-tout où on va mettre dans les logs, où on va mettre dans les métriques, un peu tout, en se disant, bon, c'est pas grave. Alors dans les logs, on le fait quand on le fait moins, parce que derrière, les volumes, ça monte très vite. Dans les métriques, ça peut se faire un petit peu plus facilement. Et puis derrière, bah, du coup, il faut avoir la capacité, il faut être reconnu un petit peu comme tel, c'est-à-dire la capacité à parfois même imposer et trancher des choses. Donc il faut être un peu légitime sur cette question-là, quoi. Et ça, bien sûr, ça vient avec la hiérarchie qui doit accompagner les choses en disant, voilà, c'est Bidule qui est en charge de ce projet-là. S'il y a discussion, on tranche les choses, quoi. Alors, on standardise aussi, hein, donc les libs partagés. Alors, j'ai vu aussi des choses assez sympathiques dans ce domaine-là. C'est 2 équipes de dev en Go. Chacun fait sa petite lib. Donc il y a la lib officielle,
puis en se disant, bah, la lib officielle, elle fait pas encore suffisamment bien le taf, donc du coup, je recrée une petite surcouche au-dessus de la lib officielle, sauf que 2 équipes se mettent à faire ça, en se disant, ouais, mais l'autre équipe, elle prévoit pas tel truc, moi je prévois tel truc. Ça, c'est pareil, c'est catastrophique à l'échelle d'une infrastructure globale, parce que derrière, c'est de la maintenance supplémentaire, etc. Et c'est un standard qui commence à se laisser fuiter, parce que dès lors qu'on donne le sentiment qu'on peut avoir des métriques identiques, mais gérées différemment, les gens vont dire, ah ok, bah, on a déjà fait ça une fois, donc on va le refaire une autre fois, et après ça part en vrille complètement. Là, c'est un peu le sysadmin hein, qui parle, mais c'est toujours bon d'avoir un sysadmin des fois dans son infra, pour recadrer un peu les choses quand ça part un petit peu en mode chacun fait un peu les choses. Parce que généralement, on va dire l'équipe SRE, sysadmin, peu importe le nom qu'on lui attribue, c'est qu'au moins l'avantage, cette équipe-là, souvent, est quand même une équipe qui est transverse. Et quand il y a besoin de trancher des choses entre équipes, bah c'est vers elle souvent que la tâche peut revenir un petit peu. Alors c'est pas forcément elle qui va trancher, mais en tout cas c'est elle qui va remonter la problématique. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est assez important. L'application de pattern, il n'y a pas très longtemps, on fait ah ouais, Prometheus chez nous, quoi, Prometheus c'est pourri, hein, vraiment c'est un outil qui est nul, on a plein de corruption de données, il rame beaucoup, etc. Alors effectivement, à partir d'une certaine taille, Prometheus, bah, s'il n'a pas de back-end, ça va pas bien se passer. C'est un truc, il va bouffer de la RAM à gogo, et il n'est pas fait pour ça. C'est juste un passe-plat, quoi, au bout d'un moment. Et il faut avoir un back-end derrière, sinon ça ne se passera pas bien. Ça, c'est un pattern. Ça a été expliqué watt 1000 fois sur le web. On peut retrouver des blog posts un peu à droite à gauche. Bah, il y a un moment, il faut quand même regarder les patterns qui existent. On demande à des experts, éventuellement, qui vont dire ah ouais, mais nous, on ne fonctionne pas comme ça, il y a des règles, enfin, c'est pas fait pour faire ça, etc. quoi. Oula. Ça, c'est le feu. J'espère qu'il n'y a pas le feu en haut. On identifie les points chauds. Alors ça, c'est important, vous allez voir, parce que dans les perles que j'ai réalisées ou que j'ai rencontrées, c'est des petits soucis, quoi. Les ingestions, combien on fait de métriques par seconde. Ça peut être assez embêtant parfois quand on n'a pas bien identifié le truc, quand on a une pré-prod qui n'est pas en mesure de répliquer ce qu'on fait en prod. Bah, des fois, on peut avoir des surprises assez rapides et en cascade qu'on ne voit pas directement et qui peuvent poser des soucis. L'effort de cardinalité, alors ça, c'est le truc rédhibitoire. Voilà, si vous ne connaissez pas trop les métriques, peut-être que vous n'avez pas trop entendu parler, mais dès que vous touchez à des métriques, les cardinalités, c'est le point chaud, et archi chaud quand on fait du Prometheus, etc. Il faut savoir gérer ces cas de figure-là. Et pareil, c'est beaucoup de discussions aussi auprès des devs pour dire bah, rajoute peut-être pas le label là, t'en as pas besoin, tu t'en sers quasi jamais, etc. Voilà, éviter de démultiplier les métriques en question. La haute dispo, est-ce qu'on a besoin ou pas? Et puis, bien sûr, les coûts et les ressources. Ça, c'est aussi des points chauds qu'il faut vraiment intégrer très rapidement dans le projet. On n'oublie pas la sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il faut blinder tout de sécurité, mais il faut se dire dans quel cas de figure je suis, dans la société où je suis, est-ce que les métriques, c'est quelque chose d'hypersensible ou pas? Ça peut varier beaucoup. Alors, les métriques, les logs, voilà, parce que des fois, dans les logs, on voit quand même des trucs un peu sensibles dedans. Hein. Alors, il peut y avoir des mots de passe, ça peut arriver, mais bon, ça peut éviter, hein, ou des tokens, ce genre de choses. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est surtout bien identifier les choses et se dire, voilà, à quel degré ce qu'on voit passer ou ce qu'on stocke a besoin de sécurité ou pas. Parce qu'on peut blinder de sécurité une base de données à côté en mettant un mot de passe, etc. Si c'est pour que le truc, au premier call API, bah, dans les logs, on commence à écrire le mot de passe ou l'identifiant au moins, c'est un peu délicat, quoi. Plus chiffré ou non, alors là, bah, c'est des coûts après en matière de CPU, etc. Mais il faut bien avoir ces choses-là en tête. On évalue l'ensemble du cycle de vie, hein, c'est pas le tout, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le tout d'avoir 1000 trucs en place et puis ça s'arrête. Il faut sans cesse, et l'idéal c'est, alors dans les petites boîtes on le fait pas forcément, mais avoir l'équivalent d'un comité de pilotage, en tout cas se donner rendez-vous de temps en temps et discuter des choses, se dire bon bah est-ce que ça se passe comme on l'entend, est-ce qu'il y a des choses à cleaner, des choses à rentrer, à sortir, etc. Est-ce qu'on fait des backups ou pas des backups, à quelle fréquence, etc. On couvre l'ensemble de l'exploitation, donc ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on va passer voilà, très rapidement. Quel est le périmètre des choses et sur tous les aspects, on ne s'arrête pas juste à se dire bah, ok j'ai fait le système et le réseau et c'est réglé, on a fini les choses, parce que comme on le disait ce matin, le métier, quoi, couvrir jusqu'au métier, c'est quelque chose aussi qui, de notre époque, me paraît assez fondamental, surtout avec les outils qu'on a maintenant, quoi.
On l'utilise dans le fail fast. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas si courant que ça. Le fail fast, c'est le fait de plus rapidement on a quelque chose qui nous plante, moins ça nous coûte cher. Il vaut mieux être dans un environnement de dev, planter l'environnement de dev, que de planter la prod, de faire intervenir un sysadmin, un dev, des leads, etc., une réunion de crise, tout ce qu'on veut. Là, ça coûte très très cher. Il faut planter le plus tôt possible. C'est un truc, c'est essentiel. Ça vient avec la culture DevOps également, mais c'est valable pour l'observabilité. C'est-à-dire, si on n'a pas le niveau d'observabilité qu'on a en prod sur le dev ou sur la pré-prod, alors ça ne veut pas dire avoir les mêmes tailles de machines, bah finalement les métriques on les a pas, donc du coup, ou les métriques ou les logs, peu importe, du coup on passe à côté du fail fast, c'est rédhibitoire. Et puis bon, là c'est pour le côté un petit peu UX, on va dire, mais il faut que ça reste beau quand même, dans Grafana par exemple, ou dans d'autres interfaces, peu importe. Il faut que ça reste beau, parce que il y a des gens qui n'ont pas du tout l'appétence, comme on en parlait ce matin, pas du tout l'appétence de la métrique, de la technologie qui est derrière, etc. Et donc déjà, c'est déjà un pas qui est à faire, qui est déjà non négligeable, qui est souvent difficile à accompagner, même par des descriptions. Donc du coup, si on ne met pas un petit peu la forme et on ne rend pas le truc un peu sympa, c'est un peu délicat. Alors on ne met pas des champignons, ça ne va pas apporter grand-chose. Et on implique son et les autres équipes, voilà, on en a parlé tout à l'heure, organiser, fédérer, déléguer, documenter, important. Bon, ça, c'est pas toujours fait. Alors mes leçons et mes perles, je sais pas combien de temps il reste, mais je vais essayer de faire rapide. Alors, le jour où j'ai tué Thanos et Prometheus en même temps, ça c'était pas mal ça comme truc. Alors on peut se prendre pour un Avengers, mais je peux vous dire, on est loin d'avoir cette sensation-là. Ça fait pas ça. Alors qu'est-ce qui s'était passé ? J'ai voulu auprès d'un grand cloud provider récupérer les métriques de load balancer. On parlait tout à l'heure des 4 milliards de requêtes HTTP par jour, machin. Et si on ne configure pas comme il faut la collecte de métriques avec voilà, le driver qui va bien pour fournir les métriques, éventuellement le nombre de labels peut exploser très sensiblement sur ces volumes-là et sur différentes countries, différents types de user agents par exemple, etc. Donc on a une cardinalité qui se met à exploser. Et nos Prometheus, eux, ils étaient juste faits pour stocker 4 heures. C'est ce qu'on fait habituellement, en tout cas, de notre côté, ce qu'on faisait habituellement. Donc du coup, le Prometheus, il n'a pas eu de mal à tomber tout de suite parce qu'il avait très peu de RAM. Puis du coup, ça s'est déversé très rapidement dans Thanos, parce que même s'il y avait les 4 heures, le temps quand même qu'on réagisse, et puis de toute façon, il déverse dans Thanos ces métriques d'emblée, de toute façon en remote write. Et donc derrière, Thanos, il s'est pris tout de suite une volée qu'il n'avait pas l'habitude de se prendre, et puis il est tombé aussi par terre. Donc c'est de la faute à Voltaire, mais, mais bon, derrière, ça n'a pas été marrant, parce qu'en plus déjà, il a fallu relever ces choses-là, rollback l'ensemble des exporteurs en question. Et puis aussi, le truc qui n'est pas très marrant, c'est d'aller cleaner les chunks dans Thanos des métriques qu'on a mis par erreur dedans, surtout sur ces petits volumes assez sympathiques. C'est pas très agréable, quoi. En tout cas, on s'en souvient. Voilà. Là c'était. Alors c'est à peu près la même chose, ça vaut pas beaucoup plus d'explications. C'est pas moi qui l'ai faite, celle-ci. Donc le rollback le plus vite plus vite que l'éclair. Alors j'ai pas fait aussi vite que ce matin. Qu'on n'a pas fait aussi vite que ce matin, j'ai été trop fort. Mais en gros, en pré-prod, on avait testé de mettre en place un petit EFK tranquillou. Donc je vous parlais des 4 milliards de requêtes HTTP jour. Ça veut dire que derrière, quand même, on processe tout ça avec des petits pods qui scale, etc. Truc magique, quoi. Et on a mis un petit EFK avec des développeurs qui avaient l'habitude d'avoir des logs assez verbeux sans avoir le petit -v ou le -verbose, on va dire. Donc derrière, on déploie. Quelques petites premières minutes, ça se passe bien, et puis on est tombé dans un creux de scaling, quoi. Donc ça se passait pas mal. Puis les pods, ils se mettent à passer de 5 à 100. Là, ça s'est passé beaucoup moins bien. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, on a eu tout de suite 80 gigas de log. On a fait mon rollback, parce que de toute façon, on n'a pas du tout prévu le stockage pour. On n'est pas sur du manager, on peut encaisser la charge non plus violente. Donc du coup, et de toute façon, ça ne tiendra pas longtemps. Donc voilà, rollback assez rapide. Donc toujours prévoir quand même les métriques avant pour se dire, ok, combien de logs on va travailler, comment ils sont constitués, etc. C'est quand même assez important, quoi.
L'astreinte, un ennemi qui vous veut du bien. Alors là, on est sur un autre registre. Moi, l'astreinte, j'aime beaucoup ça. Alors quand elle est bien faite, mais ça, c'est une autre histoire. Et quand l'infrastructure est plaisante. Mais néanmoins, c'est là justement où on peut évaluer si on a de l'observabilité qui est bien faite ou si on a beaucoup de choses à améliorer. C'est-à-dire, on passe à la fois le volet alerting, est-ce que ça sonne quand il faut, sur ce qu'il faut, qu'est-ce qu'un critical, qu'est-ce qu'un warning, de quelle manière on doit notifier. Est-ce qu'en même temps, la documentation qui suit est présente, pas du tout présente, etc. Parce que quand on est à 3h du matin et qu'on a les yeux un peu ouverts comme ça, et qu'on se dit « Ah, mais c'est là, qu'est-ce qui est tombé, machin », on n'a pas envie d'y passer des heures et de commencer à décompiler l'ensemble des choses. Donc du coup, il faut être relativement efficace. Et puis derrière aussi, ça nécessite du coup de se dire bah, on a fait, voilà, on a eu une astreinte sur tels et tels éléments. Quel est le flux de correction qui va derrière, donc de l'organisation d'équipe. Et ça, pour moi, c'est aussi inclus dans l'observabilité, c'est-à-dire au-delà de la technologie, c'est comment on rollback derrière pour améliorer le système. Améliorer le système, ça reste, quoi, en tout cas, l'observabilité a une très grande part dedans, quoi. Ne pas siloter, alors ça j'en ai parlé tout à l'heure, ne pas siloter l'observabilité, c'est-à-dire on en parle sans cesse avec le DevOps, hein, de dire il ne faut pas siloter les devs, les ops, etc. L'observabilité c'est exactement pareil. J'ai eu what 1000 fois ce cas de figure-là, où on a des dashboards, moi, un peu provocateur, je m'amuse à faire un dashboard avec des données système dedans et en même temps des données d'un dev, des métriques, deux graphes qui d'habitude n'ont rien à voir entre eux, en tout cas c'est deux églises complètement différentes. Et là, on me dit, mais non, là, c'est pas la même chose. Là, c'est des métriques système que tu as mis dans le dashboard. Et puis, nous, c'est que des métriques de dev. Je fais, mais il n'y a pas de cloisonnement, quoi, en fait. Il peut y avoir un élément système qui a des conséquences sur les métriques d'un dev. Il n'y a aucun souci. Et pour débugger, j'ai besoin de voir la file entière des choses. J'ai pas envie de me promener entre un dashboard de base des serveurs et un dashboard de dev. Qui va être fait, penser différemment, etc. Il faut fédérer les choses, quoi. Alors là, c'est malencontreux aussi. Dans le cloud, ça fait mal, ça. On parlait un petit peu des volumes de log qu'on a vu tout à l'heure. Il y a toujours le coup du -debug ou -v ou -verbose qui est resté par erreur, parce qu'un dev a voulu débugger, puis on l'oublie. Puis en fait, dans le billing, bon, on a une facture qui est déjà assez conséquente. On ne le voit pas tout de suite, la petite ligne à 500 € par jour, juste pour une seule des applications. Et puis, oui, d'un moment, on s'en rend compte, et là, on se dit, ah mince, on est passé à côté du truc. Donc c'est là où aussi, le monitoring, on constate quelque chose, et derrière, on doit agir, et on doit mettre en place les actions pour réagir, quoi. Ah, alors là, c'est toujours pareil, dans le choc des cardinalités, c'est la magie du scaling. J'espère que je ne dépasse pas trop. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. La magie du scaling et des cardinalités. Alors ça aussi, c'était une découverte assez sympa. Un outil qui s'appelle Keda, donc qui permet de faire d'auto-scaling dans Kubernetes quand on plug sur une source, par exemple RabbitMQ, par exemple Kafka, etc. Et on peut lui donner des échelles de manière à faire scaler automatiquement un applicatif. Le truc qu'on n'avait pas vu la toute première fois, c'est qu'en fait, il est capable d'être très très brutal dans la vitesse de scaling. C'est-à-dire que dans la même minute, il était capable de passer de 5 pods à 100 pods, puis de repasser à 5, puis à 100, etc. Alors l'incidence, si vous connaissez Kubernetes, c'est que dans les labels, on va avoir un ID différent à chaque fois de pod, puisqu'on recrée un pod. Cardinalité explosée, donc Prometheus explosé, et au passage, un petit MySQL qui lui a saturé avec des connexions en keep live, parce que voilà, on a saturé le nombre de connexions juste parce qu'on avait un keep live un petit peu long, et derrière, boum. Donc ça c'est important, toujours les cardinalités, hein, on retrouve les choses, et les choses qui sont en amont de ces problèmes-là, quoi. On a bientôt fini. Alors ça c'est le truc, voilà, ça fait un peu sourire, on aimerait bien faire du tracing. C'était à peu près la même équipe, il me semble, qui avait ces fameux trucs en format texte, ces logs magnifiques, non délimités, format texte, plain text, et qui me dit, mais on aimerait bien faire du tracing. Donc moi, je leur ai dit, commencez déjà à mettre vos logs en forme, parce que si on part faire du tracing, vous n'allez jamais résoudre vos problèmes, et vous n'allez pas plus les regarder pour autant, vous regardez déjà pas trop les logs, hein, parce que de fait, vous ne devez pas les regarder beaucoup.
Donc pourquoi faire du tracing? En plus, ça va prendre des grosses volumétries, ça va coûter cher, et on n'est pas encore au stade, on n'est pas mûr pour faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il y a quand même un ordre des choses pour faire les choses, quoi. Quoi, me semble-t-il. Je suis affirmatif, mais... Et l'importance des services discovery. Alors je suis un grand fan de Consul, pour ceux qui me connaissent un petit peu, mais c'est primordial aussi dans le monitoring. C'est-à-dire que c'est fini le truc, on va lancer un Ansible, on va attendre le passage d'un chef, d'un Puppet, d'un SaltStack, n'importe quoi, et surtout qui va nous générer on va dire un fichier Prometheus qui va faire 100 000 lignes, super agréable parce que du coup, bon, le regarder c'est pas forcément génial. On se met à la place de l'applicatif, ça va pas être non plus joyeux, mais bon, lui il a pas trop de cœur, donc du coup ça pose pas trop de soucis, il va pas verser de larmes. Mais quand même, je me dis, bon, lui fait pas de cadeau le pépère, et puis surtout c'est pas du tout dynamique, quoi. Et ça veut dire que quand on travaille à l'époque du cloud, donc pour avoir travaillé beaucoup en infra, multi-cloud et en même temps DC, bah on aime bien avoir un truc qui est capable de dire, bah tiens, il y a une instance qui s'est popée, il y a un pod qui s'est popé, hop, la conf automatiquement elle est mise à jour sans attendre le passage d'un agent, etc. Donc là, service discovery super intéressant. Au-delà de ça, le service discovery, ce qui permet aussi, c'est d'avoir un mode maintenance, ce que permet Consul notamment. Je fais un peu de pub, mais désolé pour la licence BSL de HashiCorp. Mais moi, ça ne m'empêche pas de les utiliser, parce que je suis juste utilisateur, mais voilà. Mais néanmoins, je comprends. Consul, ce qui est bien, voilà, c'est quand on a mis son monitoring et surtout son alerting en place de manière relativement fine. Bon, la règle de calcul n'est pas forcément simple. Ce qui est sympa, c'est que vous avez besoin de faire une maintenance sur une machine. Vous allez sur la machine, vous faites Consul, maint, enable. Tout de suite, Consul dit « Ah, parmi le service machin, il y a une instance, celle-ci, on m'a dit, il ne faut plus lui envoyer de trafic, et tu la sors du service. » Et hop, il sort tout de suite du DNS, du service discovery. L'alerting ne sonnera pas parce que j'ai activé ma maintenance, et je travaille tranquille peinard sur ma machine sans que personne s'en aperçoive. Donc ça, c'est plutôt assez sympathique. Allez, c'est presque fini. Jamais négliger l'alerting. Alors ça, c'est du vécu. Quand vous avez très peu d'alerting, et dès qu'il commence à être assez dégradé, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à tout de suite ouvrir des dashboards Grafana, par exemple. Je ne vais pas citer de marque, mais... et on les laisse ouverts à côté. Et ça, c'est destructeur au possible. Alors, c'est pas que j'aime pas Grafana, j'adore. Mais derrière, d'une part, ça règle pas le problème d'alerting. Ça tue la productivité en production en journée. Et en astreinte, c'est invivable. C'est-à-dire que vos astreintes, elles se résument finalement à ouvrir un dashboard, à le laisser ouvert en permanence et à venir le checker toutes les heures, le week-end par exemple, quand vous êtes en train d'arracher une haie. C'est un exemple vécu. C'est assez sympa. Vous passez à la déchetterie, vous arrachez un bout de haie, toc, vous chargez le truc. Puis vous remontez, vous allez regarder le dashboard, vous faites, ah bah ok, alors en plus c'est plusieurs dashboards parce que du coup il faut analyser les choses, se dire ah ok, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, pas très marrant. Et au-delà de ça, c'est que c'est sujet à l'interprétation, c'est-à-dire que moi je le regarde d'une manière, Bidule le regarde d'une autre manière, donc autant dire ça vaut pas grand-chose, quoi. Donc on peut faire des beaux dashboards, mais si on aboutit à ça, bon finalement, pas terrible, quoi. Et de fait, du coup l'alerting, il apporte des solutions et pas des problèmes. C'est un truc qui doit déjà amener des solutions. Donc soit des liens vers de la documentation, soit le nom d'une alerte parlant. Je pense que certains comprendront ce que je veux dire. Des fois, on a des trucs, c'est pas génial. Bah, il faut essayer d'avoir des choses assez parlantes parce que ça permet de gagner en efficacité. Et voilà. Merci à tous. J'espère que c'était à peu près clair. Je ne sais pas si vous avez des questions, éventuellement, des choses. Ouais. Sur la dernière slide, vous avez parlé justement de dashboard et ouais. justement l'alerting, là. Ouais. J'ai pas très bien compris le fait de regarder un dashboard. Ça veut dire, vous voulez dire qu'il faut mettre des alertings via SMS, via mail ou autre, avec des seuils communs pour tout le monde. Non, alors... Vous pouvez expliquer ouais, ok, pas de souci.
Le souci, c'est très simple, hein, c'est que quand il n'y a pas d'alerting, ou quand il n'y a pas d'alerte sur les choses qu'on doit monitorer, qu'est-ce qui se passe? Finalement, on se rabat tout de suite sur le dashboard. Le dashboard, il n'y a qu'une personne qui est capable d'analyser les dashboards à peu près, quoi, on va dire, sauf les gens qui veulent inventer du machine learning, etc. dessus, hein, ils peuvent le faire. Et en tout cas, c'est l'œil humain, quoi. Donc il faut quelqu'un qui le regarde. Alors que l'alerting, c'est complètement différent, et il faut quelqu'un qui le regarde, et surtout le laptop est ouvert en permanence. À la rigueur, c'est presque ça. C'est-à-dire, si vous êtes dans une société, et que l'autre jour, ce que je me disais, si vous êtes dans une société et que vous n'êtes pas capable de... Alors, peu importe la technologie, je vais parler de téléphone d'astreinte, on va faire un peu old school. Si on n'est pas capable de se transmettre un téléphone qui transmet l'astreinte, peu importe si c'est un téléphone ou autre chose, hein, c'est vraiment symbolique, je pense qu'il manque un truc. Et si la personne qui est d'astreinte est obligée de garder son laptop écran ouvert en permanence, c'est qu'il manque quelque chose. Et l'alerting, c'est l'outil qui apporte cette solution-là. Et pourquoi? Parce que si vous êtes en journée, en production, vous avez le même problème que l'astreinte, hein. C'est que moi, je suis en journée en production. Mettons, j'ai un projet, je dois bosser sur quelque chose de fond, sur une base de données, je sais pas quoi, je dois consacrer du temps. Si en même temps, je veux garder mon dashboard à côté, je vais faire que de switcher en permanence, hein, comme si je regardais Facebook, à regarder, mon petit dashboard, en tout cas les dashboards, et du coup, je suis pas du tout efficace, quoi. Donc l'alerting, c'est vraiment un point qui est souvent... alors, il n'est pas minoré, parce que du coup, les sociétés spécialisées dans l'observabilité, en plus, développent aussi pas mal de choses. Il y a quand même OnCall, ce genre de choses, les PagerDuty, etc. Alors, tous ne font pas exactement la même chose, mais en tout cas, beaucoup apportent des solutions par rapport à ça, qui, quand on les regarde, moi, il y a quelques années, quand je regardais ça, je faisais, l'alerting, ouais, ok, ouais, c'est bien, quoi. Mais en fait, non, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour le travail des gens et la sérénité des gens quand on est en astreinte, mais aussi en production, quoi, en journée. C'est quelque chose qui est très important, quoi. Voilà. Enfin, c'est mon avis. Après. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Vous parliez globalement de ce que moi j'appelle politique, c'est-à-dire adoption, déploiement d'une solution, etc. Surtout dans des entreprises un peu plus grosses que la taille que vous avez citée. Ouais. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur comment pousser des bonnes pratiques, comment pousser de l'alerting qui fait sens et avec justement la documentation? Alors j'ai déjà travaillé dans des boîtes plus grosses. Hein, pardon, pour finir, avec l'observabilité, il y a un grand point qui est la conduite du changement. C'est une vision des choses, sans même rentrer dans les cellules, etc., qui est globalement nouvelle et où on peut très vite partir dans tous les sens. Comment est-ce que vous faites pour justement conduire ce changement, pour l'amener et pour un petit peu agir comme un garde-fou pour garder les choses sous contrôle? Alors, je suis pas un expert dans la conduite du changement, parce que ça remonte à très longtemps pour moi, et c'était pas dans le domaine informatique, mais pour moi, c'est les mêmes... on n'a rien à inventer dans l'informatique, hein, mais c'est dans beaucoup de trucs où l'informatique a tendance à réinventer des choses qui existaient avant, des solutions à des choses qui existaient déjà avant dans d'autres domaines. C'est la conduite du changement, tu l'as dit très bien. Pour moi, c'est ce qui est, en tout cas, c'est un des modèles qui peut permettre, en tout cas, de gérer au mieux ces situations-là, c'est-à-dire des choses avec comité de pilotage, comité de direction. Alors ça paraît, moi je suis pas fan de ça, c'est d'ailleurs pour ça que je suis pas dans des boîtes, je suis plus dans des boîtes aussi grandes que ça. J'ai travaillé dans la fonction publique, c'était monnaie courante, on va dire, ce genre de choses, et j'étais pas fan. Mais en fait, c'est guère ce genre d'organisation qui permet de gérer ça. Ça veut dire aussi de l'implication, surtout hiérarchique, hein. Ça c'est primordial, c'est un truc. S'il n'y a pas pour n'importe quel changement, hein, s'il n'y a pas d'implication hiérarchique, ça ne marchera quasi jamais, sauf si vous arrivez à fédérer, et à coût d'énergie souvent assez importante, des équipes en dessous, et en démontrant déjà la faisabilité des choses, en l'ayant fait avant quasiment, quoi. Donc, ce qui arrive aussi, hein, mais voilà, ouais. Porté par une gouvernance et un sponsorship transverse, en fait. Oui, c'est ça, ouais, quelque chose qui sort du cadre technologique purement, quoi. C'est vraiment... tu dois l'avoir pratiqué. C'est du bon, je pense à mon avis plus que moi. Au-delà de la stack qu'on déploie, c'est un projet d'observabilité en tant que tel, il réussit si en gros il est porté par un top management, donc on parle de sponsorship, hein, très clairement, parce qu'en fait sinon tout le monde a son avis un peu sur la chose ou sa perception du domaine de l'observabilité. Il y en a qui attendent en fait d'avoir de connaissances de l'observabilité après un mort au tournant, on va dire, sur leur application. D'autres ont leur expérience avec certaines préférences, comme tu l'abordais, hein, de dire moi je préfère Zabbix, moi je préfère Grafana, donc on est sur de la guerre de chapelle.
Donc il faut vraiment cette volonté-là. Moi, s'il y a un exemple que je peux citer, Engie, ils ont tout un historique qu'il y a eu, et en fait, il a été pris la décision d'établir une gouvernance transverse, de refondre complètement l'historique de monitoring et d'aborder une vision d'ensemble, parce qu'il y avait cette volonté de vouloir tout centraliser en un seul point, une meilleure visu sur les services rendus, parce que c'était le problème, de dire qu'il y a un incendie, on ne sait pas mesurer l'impact de cet incendie. Est-ce qu'en gros, la brique qui est en anomalie à tel point, est-ce qu'elle a un effet boule de neige ou elle touche que 4 utilisateurs en tant que tel? Donc en fait, ça a vraiment son importance de dire qu'au-delà de nous, on peut monter des squads en termes d'organisation, des squads d'observabilité, c'est généralement ce qu'on préconise, pour qu'en gros il y ait des maîtres des clés et établissement des bonnes pratiques. Mais il faut que ça soit en fait en duo avec du sponsorship, parce que très clairement il y aura toujours quelqu'un à un moment donné qui aura la voix plus forte qu'une autre et dire non, moi je préfère ça et j'irai pas de toute façon. Ouais. Donc quand c'est porté effectivement par du top management en sponsorship, ça met tout le monde sur la même voie, quoi. Ok, ouais, ça me paraît cohérent. Ouais. Oui. C'est une question pour toi qui est à la limite aussi pour tout le monde. C'est qu'il y a un système d'observabilité. Quand on le définit, il faut lui mettre quel SLA au système d'observabilité. Alors ça, c'est... Chez nous, un gros problème. C'est une très bonne question. Ça rend aveugle. Alors j'ai pas la réponse. On est d'accord, ça rend aveugle quand on ne l'a pas. J'ai pas la réponse. Quand on ne l'a pas, ça ne veut pas dire que la prod s'est cassée la gueule. Ouais. Donc, j'ai pas la réponse unique, mais je sais que j'ai pratiqué différents cas de figure, c'est-à-dire le truc où c'est vital. J'ai travaillé sur des infrastructures de trading automatique dans une grande banque. Je vais vous dire que même l'alerte sonnait avant que l'alerte ne sonne, et on avait interdiction de porter un casque de musique sur les oreilles ou un truc insonorisant. La personne était déjà venue me voir en me disant pourquoi le serveur machin a rebooté. Je fais ah bon, il a rebooté, je venais d'arriver, mais je n'avais pas capté que c'était un truc de ouf, quoi. Non, mais au-delà de ça, oui, la question est importante. Je pense qu'elle fait partie du projet en tant que tel. Quand je parlais des backups, sécurité, etc., et puis des choses qui tournent autour, ça c'est complètement dedans. Parce que des fois, on va avoir tendance à pousser trop loin les choses. Du coup, en plus, dans ce domaine-là, voilà, ça coûte, ça coûte extrêmement cher en argent, en temps passé, parce que voilà, faire de la haute dispo, il y a des technos qui le font plus ou moins bien. Alors la haute dispo, pas forcément en plus, c'est souvent plutôt de la réplication qui va être encore assez facile à mettre en place. De la haute dispo, ça va être un cran au-dessus, etc. Donc du coup, l'engagement est quand même assez difficile, sur des volumes, etc., assez difficiles. Donc ça, il faut faire une évaluation un peu globale des choses, demander aux gens, parce que c'est pareil, le monitoring, je ne sais pas si vous avez l'alerting, ou l'observabilité en tout cas, si vous avez pratiqué les choses, personne ne le regarde, sauf le jour où ça tombe. Et quand ça tombe, on fait « Ah, mais là, c'est tombé !» etc. Mais oui, mais d'habitude, tu ne regardes jamais le truc. Alors, c'est pas une raison. Mais néanmoins, c'est ce qui se passe. Et donc, derrière, il faut établir, au-delà des choses, il faut établir les bornes avec les gens pour dire « Voilà ce qu'on on va vous apporter comme un platform engineer. C'est le service qu'on vous apporte. C'est jusqu'à ce niveau-là. On le garantit, entre guillemets, donc sous forme SLA, enfin, peu importe. On le garantit jusqu'à tel niveau, ça fonctionnera comme ça, et nous, on ne poussera pas plus loin les choses. Mais c'est vraiment très variable, en plus, en fonction des pratiques, de ce qu'apporte le monitoring ou l'observabilité derrière, quoi. Là, tout à l'heure, on parlait de l'infra de trading automatique. Là, c'était crucial. Pour autant, les logs, c'était complètement autre chose. Par exemple, les logs sur cette infra-là, à titre d'anecdote, on avait interdiction de faire tourner un file bit, sauf à partir de 1h du matin jusqu'à 4h du matin. Ah oui, il ne fallait pas manger des cycles CPU sur les machines. Interdiction de se connecter en prod en SSH, pareil, interdiction de manger des cycles CPU sur les machines. Mais c'est des trucs très particuliers. Mais ce que je veux dire, c'est que par là, toute infra et toute entreprise, même du même métier, moi, ça fait 2 entreprises que je fais qui font exactement le même métier derrière, les pratiques sont complètement différentes. En sécurité, mais aussi sur ces aspects-là, où on va être très regardant ou pas, parce que justement, alors très regardant, c'est plutôt pas mal quelque part, hein, parce que ça veut dire que l'observabilité est bien intégrée dans la boîte, et jusqu'à des échelons relativement intéressants. Et du coup, ça veut dire que là, vous avez gagné, ou en tout cas, les gens qui l'ont mis en place ont gagné, quoi, en tout cas. Ça, c'est plutôt cool, quoi. Après, ça apporte parfois des contraintes, effectivement. Mais on vient d'un système où il n'y avait même pas de centralisation de l'eau, il y avait jamais tout, etc. On l'a mis en route, et maintenant, il nous dit « Ah non, mais attends, il faut que mon système il soit opérationnel 24h sur 24, quand on l'a pas, on ne sait plus du tout où on est. » Alors ça, c'est important, hein, ça reste vrai. Hein, c'est une grande victoire, mais après, quand on leur dit «
j'ai pas de problème. Mais par contre, il va falloir que quelqu'un paye. Ouais. Et là, il y a le ballon de paille qui passe la salle. Il faut mieux passer en désilagé comme ça. Après, globalement, moi je dirais, parce qu'on parlait tout à l'heure du volume et... Alors je vais exagérer les choses volontairement, je l'ai déjà fait, j'en ai déjà parlé comme ça il n'y a pas longtemps. Les problématiques de nombre d'ingestions par seconde, etc., sauf cas particulier, c'est pas un problème. Les technologies actuelles qui existent, la plupart résolvent les problèmes assez facilement, y compris en volume. Alors là, je vais m'avancer beaucoup parce que c'est pas vrai, mais on peut aller très vite, quoi. Je veux dire, des time series à 10 millions d'ingestion par seconde, ça se fait sans, je vais dire presque sans forcer, quoi. Donc derrière, c'est les sujets technologiques. Alors je ne vais pas dire qu'il faut les balayer d'un revers de main, parce qu'après, les technologies, il y en a qui sont plus ou moins... On peut avoir la performance, mais avoir un management qui est difficile, voilà. Mais néanmoins, maintenant, je trouve que l'humain est quand même à un poids assez prépondérant, plutôt dans la manière dont on va le faire, plutôt que la technologie en elle-même. Mais voilà, c'est un avis. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, il y a toujours des questions. Sur toutes les... On parle de volume, on parle de temps de réponse, tout ça. Moi, quand on parle d'observabilité, je parle du temps réel. Et le temps réel, c'est pas le même. Ah oui, alors ça, ouais. Parce que chez un trader, le temps réel, c'est la milliseconde. Le microseconde. Ouais, la microseconde. C'est pas la même chose. On est vraiment au plus bas possible. Ouais. Quand on fait de la taille, c'est une fois par mois, le temps réel. Ouais. Vous savez, ouais, mais c'est quand même vachement important. Hein. J'ai discuté... On n'est pas censé avoir des degrés de maturité. Avec Google, même avec Google. Nous, on a des échanges avec Google sur BigQuery. Ils nous font, nous, on fait du temps réel. Ok. Je dis, nous, on écrit, alors juste sur un seul cluster, 500 000 écritures par seconde, 300 000 en même temps en lecture, et ça, c'est fait dans la microseconde, quoi. Ah non, mais nous, le temps réel, c'est 1 seconde, quoi. Et encore, là, sur ce type de requête et tout, non, là, ça sera 2-3 secondes, quoi. Ah oui, mais non, ça, c'est pas du temps réel. Mais tout est relatif, hein. Tout comme le nôtre, ça sera pour du trading. Quand je suis arrivé, moi, je faisais du e-commerce, je suis arrivé dans l'infra de trading. Quand les gars, ils m'ont fait non, ils m'ont dit, mais même la synchronisation de temps, ils m'ont fait, mais quoi, du NTP? Mais non, le NTP, c'est pas du tout précis, quoi. Il faut faire du PTP, quoi. Donc il faut avoir un GPS, etc. Mais tout est relatif, quoi. Comme je disais au début, les chiffres, nous on a nos chiffres, là je sais pas, il faut parler avec des gens de chez Splunk, eux ça doit être 10 000 fois plus, et c'est complètement différent, quoi, ces choses-là, quoi. Mais tout est relatif parce que derrière on n'a pas les mêmes moyens non plus, on n'a pas les mêmes compétences, le même périmètre, et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Ouais, j'imagine. Ouais, bien sûr. Moi, je suis à la buzz. Comme tu disais, la seconde au niveau du pli, je dis je m'en fous un peu, quoi. Ah ouais. Ok. C'est une intéressante discussion. Mais là, le temps... Donc, en tout cas, merci beaucoup à Xavier. La présentation... C'est de ressortir ce truc là. On va donner la parole à nos amis de chez Squared Up. Vincent, il est où? Squared Up, c'est une boîte londonienne qui propose des services d'observabilité et de monitoring en mode SaaS. C'est ça? Voilà, il va nous parler